Sous la pluie battante, dans une ruelle étroite du quartier latin, Théo frappa le mur de pierre, ses phalanges saignant sous l'impact. « Pourquoi moi » murmura-t-il, sa voix brisée par une rage qu'il ne comprenait pas lui-même. À quelques pas, Min, trempée jusqu'aux os, le regardait avec des yeux qui ne jugeaient pas, mais qui cherchaient à comprendre. Paris, automne 2025. Théo Lemaire, 25 ans, étudiant en dernière année de droit à la Sorbonne, était connu pour son charisme magnétique et son tempérament explosif. Grand, cheveux bruns en bataille, il avait grandi dans une famille bourgeoise de Neuilly-sur-Seine, où l'apparence et le contrôle étaient tout. Mais sous cette façade de brut universitaire se cachait une blessure profonde, un secret qu'il n'avait jamais osé affronter, son attirance pour les hommes. Il l'enfouissait sous des accès de colère, des soirées arrosées et des conquêtes féminines qu'il exhibait comme des trophées. Min Nguyen, 23 ans, était tout son opposé. Fraîchement arrivé de Hanoï pour un échange universitaire en littérature, Min était discret, réfléchi, avec une douceur qui détonnait dans l'agitation parisienne. Ses lunettes rondes et son sourire timide cachaient une résilience forgée par des années de lutte contre les préjugés dans son pays natal. Homosexuel assumé, Min n'avait jamais eu honte de qui il était, mais il savait que l'amour, dans un monde souvent cruel, demandait du courage. Leur rencontre n'avait rien de romantique. Lors d'une soirée étudiante dans un bar bondé de la rue Mouffetard, Théo, ivre et provocateur, avait renversé son verre sur Min par accident. Un regard, un mot de trop, et Théo avait attrapé Min par le col, prêt à en découdre. Mais Min, au lieu de reculer, avait soutenu son regard, calme, presque provoquant. « Tu veux me frapper ? Vas-y. Mais ça ne changera rien à ce que tu ressens. » Ces mots, prononcés avec une assurance tranquille, avaient désarmé Théo. Il l'avait lâché, furieux, et s'était enfui dans la nuit. Le lendemain, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, Min était là, penché sur un exemplaire de Les Fleurs du Mal. Théo, encore secoué par la veille, s'était assis à la table d'en face, incapable de l'ignorer. « Pourquoi t'as dit ça » avait-il marmonné, évitant son regard. Min avait levé les yeux, un sourire en coin. « Parce que je vois des gens comme toi tous les jours. Tu te bats contre toi-même, pas contre moi. » Cette conversation, banale en apparence, marqua le début d'un lien inattendu. Théo, habitué à dominer, se retrouvait désarçonné par la franchise de Min. Ils commencèrent à se croiser, d'abord par hasard, puis par choix. Les discussions dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés devinrent des confessions. Théo parlait de son père, un avocat strict qui méprisait toute forme de faiblesse. Min racontait les nuits passées à rêver d'un monde où il pourrait aimer librement. Lentement, les murs de Théo s'effritaient. Mais le chemin vers l'acceptation était semé d'embûches. Lors d'un week-end à Deauville avec des amis, Théo, poussé par la pression sociale, rejeta Min publiquement lorsqu'un ami fit une blague homophobe. « Je ne suis pas comme lui », avait-il crié, blessant Min plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Min, blessé mais fier, disparut pendant des jours, laissant Théo face à un vide qu'il n'avait jamais ressenti. Déchiré par la culpabilité, Théo chercha Min dans tout Paris. Il le retrouva enfin près du canal Saint-Martin, sous un ciel gris. « Je suis désolé », murmura Théo, la voix tremblante. Min, les yeux rougis, répondit simplement, « Être désolé ne suffit pas. Tu dois choisir qui tu veux être. » Ce moment marqua un tournant. Théo, pour la première fois, affronta son propre reflet. Il n'était pas seulement la brute qu'il jouait pour plaire aux autres. Il était un homme capable d'aimer, de ressentir, de se battre pour quelque chose de vrai. Min, avec sa patience et sa force, lui montrait le chemin. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Théo, encore hésitant, invita Min à une promenade nocturne le long de la Seine. Sous les lumières scintillantes du pont Alexandre III, il tenta de s'excuser à nouveau, mais Min l'arrêta. « Je ne veux pas de mots, Théo. Montre-moi qui tu es. » Ces paroles, simples mais lourdes, résonnèrent en lui comme un défi. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble. Min emmenait Théo dans des librairies poussiéreuses du Marais, lui faisant découvrir des poètes oubliés. Théo, lui, initiait Min aux matchs de rugby dans des bars bruyants, où il apprenait à rire sans retenue.
Chaque moment partagé était une brique de plus dans le pont fragile qu'ils construisaient entre leurs mondes. Mais la société parisienne, avec ses regards indiscrets et ses jugements silencieux, ne leur facilitait pas la tâche. Lors d'une exposition d'art contemporain à Beaubourg, un groupe d'amis de Théo les surprit ensemble. Les moqueries fusèrent, et Théo, pris de panique, prétendit que Mine n'était qu'un camarade de fac. Mine, blessé mais stoïque, quitta l'exposition sans un mot. Cette nuit-là, Théo ne dormit pas, hanté par la déception dans les yeux de Mine. Le lendemain, il se rendit à l'appartement de Mine, un petit studio près de Bastille. « Je ne sais pas comment faire », avoua-t-il, les larmes aux yeux. « J'ai peur de tout perdre. » Mine, après un long silence, répondit « Tu ne perdras rien de vrai si tu es honnête avec toi-même. » Ces mots, empreints de sagesse et de douleur, poussèrent Théo à faire un pas décisif. Il invita Mine à dîner chez lui, un geste qui signifiait bien plus qu'un simple repas. Ce dîner, dans l'appartement bourgeois de Théo, fut un mélange de maladresse et de tendresse. Théo avait cuisiné un bœuf bourguignon, brûlant presque la sauce dans sa nervosité. Mine, avec son humour subtil, détendit l'atmosphère en racontant des anecdotes sur ses premières semaines à Paris. Pour la première fois, Théo se sentit libre d'être lui-même, sans masque ni armure. Mais le passé de Théo ne tarda pas à ressurgir. Son père, Pierre Lemaire, un homme imposant aux convictions rigides, fit irruption à l'improviste. En voyant Mine, il lança un regard glacial à son fils. « C'est qui celui-là » demanda-t-il, la voix lourde de mépris. Théo, tétanisé, ne trouva pas les mots. Mine, fidèle à lui-même, se présenta calmement, mais Pierre quitta la pièce sans un mot de plus. Cette confrontation laissa Théo en proie à un conflit intérieur déchirant. Choisir entre l'approbation de son père et l'amour naissant qu'il ressentait pour Mine. Les jours suivants, Théo évita Mine, submergé par la honte et la peur. Il se replongea dans ses anciennes habitudes, soirées bruyantes, disputes inutiles et une façade de dureté qui ne trompait plus personne. Mais chaque nuit, seul dans son lit, il revoyait le visage de Mine, son sourire patient, ses yeux qui semblaient voir à travers lui. Mine, de son côté, ne chercha pas à le contacter. Il se concentra sur ses études, passant des heures à la Bibliothèque nationale, mais son cœur était ailleurs. Il savait que Théo luttait contre des démons qu'il ne pouvait combattre à sa place. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'espérer que Théo trouverait le courage de faire un choix. Un soir, lors d'un concert impromptu dans un bar de Belleville, leurs chemins se croisèrent à nouveau. Théo, poussé par un élan qu'il ne comprenait pas, monta sur scène et prit le micro. Devant une foule surprise, il parla, la voix tremblante, « J'ai passé ma vie à me cacher. Mais ce soir, je veux être honnête. Mine, si tu es là, je suis désolé. Et je veux être avec toi. » La salle éclata en applaudissements, mais Théo n'avait Dieu que pour Mine, qui se tenait au fond, les larmes aux yeux. Cette déclaration publique marqua un tournant. Théo, pour la première fois, choisit d'assumer ses sentiments. Ils passèrent la nuit à parler, à rire, à se toucher timidement, comme s'ils découvraient un territoire inconnu. Sous les étoiles, sur les toits de Paris, Théo murmura « Je ne sais pas si je serai à la hauteur, mais je veux essayer. » Mine, en posant sa main sur la sienne, répondit « C'est tout ce que je demande. » Mais le monde extérieur restait impitoyable. Les amis de Théo, divisés, commencèrent à s'éloigner. Son père, informé par des ragots, lui envoya une lettre cinglante, lui ordonnant de se ressaisir. Théo, déchiré, commença à douter. Était-il prêt à sacrifier sa famille, sa réputation, pour un amour qu'il découvrait à peine? L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, et avec lui vint une période de doute pour Théo. Il aimait Mine, il en était certain, mais le poids des attentes familiales et sociales le rongeait. Lors d'un dîner de Noël chez ses parents, l'ambiance fut glaciale. Sa mère, bien qu'aimante, évitait le sujet. Son père, lui, ne mâcha pas ses mots. « Tu veux jeter ta vie pour un caprice. » Théo quitta la table, le cœur lourd. Mine, pendant ce temps, recevait des nouvelles inquiétantes de Hanoï. Sa famille, bien qu'acceptant son orientation, faisait face à des pressions dans leur communauté conservatrice. Mine se sentait déchiré entre son amour pour Théo et son devoir envers sa famille.
Il confia ses craintes à Théo lors d'une nuit passée dans un petit hôtel près de Montmartre. « Parfois, j'ai peur que notre amour soit trop fragile pour ce monde, » murmura-t-il. Théo, déterminé à prouver le contraire, organisa une surprise pour l'anniversaire de Mine. Il l'emmena à Giverny, dans les jardins de Monet, où ils se promenèrent parmi les nymphées à gelée. Là, sous un saule pleureur, Théo prit la main de Mine et lui offrit une bague en argent, simple mais sincère. « Ce n'est pas une promesse de mariage, » dit-il, rougissant. « C'est une promesse que je serai là, quoi qu'il arrive. » Mine, émue, accepta la bague, scellant leur lien. Mais la réalité les rattrapa vite. Une photo d'eux, prise à leur insu lors d'une sortie, fut partagée sur les réseaux sociaux par un ancien ami de Théo, accompagné de commentaires haineux. La Sorbonne, pourtant progressiste, devint un terrain miné pour Théo, qui faisait face à des murmures et des regards hostiles. Mine, lui, refusait de se cacher. « Si on se tait, on leur donne raison », déclara-t-il lors d'une réunion du club LGBT de l'université. Le printemps 2026 apporta une lueur d'espoir. Théo, inspiré par le courage de Mine, décida de confronter son père. Lors d'une rencontre tendue dans un café près de l'Opéra Garnier, il déclara « Je ne choisirai pas entre toi et Mine. Je veux les deux, mais pas à tes conditions. » Pierre, furieux, quitta la table, mais pour la première fois, Théo se sentit libre. Mine, de son côté, trouva un allié inattendu, la mère de Théo, Claire. Lors d'une visite surprise, elle confia à Mine qu'elle voulait le bonheur de son fils, même si elle avait du mal à comprendre. Ce soutien, bien que fragile, donna à Mine la force de continuer. Leur relation s'épanouit. Ils passèrent l'été à explorer la France, les falaises d'Étretat, les vignobles de Bordeaux, les ruelles d'Avignon. Chaque voyage renforçait leurs liens, mais aussi leur détermination à affronter les défis. À leur retour à Paris, ils décidèrent de vivre ensemble dans un petit appartement près de la place des Vosges. Ce fut un acte de foi, un pas vers une vie commune. Mais le passé refit surface. Un ancien camarade de Théo, jaloux de son bonheur, révéla à Pierre des détails intimes sur leur relation, amplifiant la rupture familiale. Pierre menaça de couper les vivres à Théo s'il persistait. Théo, dévasté, commença à douter à nouveau. « Et si je te faisais plus de mal que de bien ?» demanda-t-il à Mine une nuit, les larmes aux yeux. Mine, avec sa force tranquille, répondit « Le seul mal serait de renoncer à nous. » Ces mots redonnèrent à Théo le courage de se battre, non seulement pour leur amour, mais pour lui-même. L'automne 2026 fut marqué par un événement qui changea tout. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Théo et Mine marchèrent main dans la main, défiant les regards. Mais la manifestation fut perturbée par un groupe d'extrémistes, et dans le chaos, Théo protégea Mine d'une agression, recevant un coup au visage. Cette blessure, bien que légère, fut un électrochoc. Théo réalisa qu'il était prêt à tout pour Mine. De retour chez eux, Mine soigna la blessure de Théo, leurs regards se croisant dans un silence chargé d'amour. « Je ne te laisserai jamais tomber », murmura Théo. Cette nuit-là, pour la première fois, ils firent l'amour, un moment d'intimité qui scella leur engagement mutuel. Mais les tensions avec la famille de Théo s'intensifièrent. Pierre, dans une dernière tentative de contrôle, organisa une confrontation familiale. Il invita Théo à un dîner, espérant le ramener à la raison. Mine, bien que réticent, encouragea Théo à y aller. « Si tu ne fais pas face, tu regretteras toujours, » dit-il. Le dîner fut un désastre. Pierre, inflexible, lança un ultimatum. « Choisis ta famille ou lui. » Théo, pour la première fois, tint tête à son père. « Mine est ma famille », déclara-t-il avant de quitter la maison familiale, le cœur brisé mais déterminé. Leur vie commune à Paris devint un refuge. Théo trouva un emploi dans un cabinet juridique progressiste, tandis que Mine poursuivait ses études, rêvant d'écrire un roman inspiré de leur histoire. Ils construisirent une routine simple mais heureuse. Petit déjeuner au lit, soirée à discuter sur leur balcon, et des promenades main dans la main le long des quais. Mais le passé n'était jamais loin. Lors d'un voyage à Hanoï pour rendre visite à la famille de Mine, Théo découvrit les défis auxquels Mine avait fait face dans son pays.
La famille de Min, bien que chaleureuse, vivait dans l'ombre des jugements sociaux. Théo, déterminé à prouver son amour, apprit quelques mots de vietnamien et gagna peu à peu leur respect. À leur retour à Paris, une nouvelle inattendue les bouleversa. Claire, la mère de Théo, les invita à déjeuner. Elle avait convaincu Pierre de rencontrer Min. Le rendez-vous, tendu au début, se transforma en une discussion honnête. Pierre, bien qu'encore réticent, admit qu'il ne voulait pas perdre son fils. Ce n'était pas une réconciliation totale, mais un premier pas. Un an plus tard, Théo et Min se tenaient sur le pont des Arts, là où tout avait vraiment commencé. Sous un ciel étoilé, Théo s'agenouilla, non pas avec une bague, mais avec une lettre qu'il avait écrite. « Min, tu m'as appris à être courageux, à être moi. Veux-tu continuer cette aventure avec moi, pour toujours ?» Min, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Oui, Théo. Toujours. » Ils s'embrassèrent, indifférents aux passants, au jugement, au monde. Leur amour, forgé dans la douleur et le courage, était devenu leur plus grande force. Leur histoire ne s'arrêta pas là. Théo devint un fervent défenseur des droits LGBT, utilisant son diplôme pour aider ceux qui, comme lui, avaient lutté pour s'accepter. Min publia son roman, Les Lumières de Paris, dédié à Théo, qui devint un succès discret mais poignant. Ensemble, ils prouvèrent que l'amour, lorsqu'il est vrai, peut surmonter les tempêtes. Leur vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des regards, des murmures, des blessures du passé. Mais chaque matin, en se réveillant côte à côte, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare. Un amour qui valait chaque combat, chaque larme, chaque victoire. Et sous les toits de Paris, ils continuèrent d'écrire leur histoire, un pas à la fois, main dans la main.